Donc, nous allons reprendre les échanges en amphithéâtre. Cet après-midi, nous avons une table ronde modérée par Isabelle Heleuge, directrice des bibliothèques de l'Université Claude-Bernard Lyon 1, qui invite Florence Roche, directrice adjointe du SCD de Grenoble, Johan Bourrion, directeur des bibliothèques municipales de Bordeaux, et Mina Boulan, chargée de développement en lecture publique à la médiathèque départementale du Nord et formatrice sur la politique documentaire. Donc Isabelle, vous allez animer cette table ronde sur le thème « La place de la politique documentaire au sein des organisations du travail. Quelles compétences d'un point de vue stratégique et quels enjeux de recrutement ?» Merci, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous êtes remis de votre jeu sérieux sur la politique documentaire. Sans transition tout de suite, sur la question de la place de la politique documentaire au sein des organisations. Donc on l'a vu ce matin, c'est un sujet qui revient sur les devant de la scène. Et donc on s'interroge dans un premier temps sur les valeurs professionnelles. Et donc on va commencer avec Johan Bourrion, donc directeur de la bibliothèque municipale de Bordeaux, sur le sujet. Pourquoi en fait viennent les publics aujourd'hui en bibliothèque municipale et sur quelle base de la politique documentaire vous fondez pour les accueillir? Ça, c'est une vaste question, ça mériterait 4 heures de réponse. Aujourd'hui, l'enjeu principal quand même de la politique documentaire, c'est d'avoir une attention particulière aux pratiques, suivre les meilleures ventes, voir ce qui se fait, quand ça bouge. Et donc, la principale des qualités, ce que nous on appelle des acquéreurs, c'est d'avoir cette attention-là. C'est-à-dire de ne pas être déconnecté des goûts, alors c'est un peu vaste, hein, du grand public, c'est pas d'être à côté. Justement, c'est une réflexion qu'on a depuis quelques années. On s'est rendu compte que insidieusement, justement, les achats dérivaient un petit peu par rapport à ces attentes-là, ce qui fait qu'il y avait le risque de devenir une bibliothèque pour uniquement grands lecteurs. Et ça, c'était un problème pour nous, sachant qu'à Bordeaux, c'est particulier parce qu'on est une bibliothèque classée, on a un grand champ d'intervention, hein, qui va du très grand public à des choses qui sont plutôt très à l'étude. Donc voilà, ce qu'on va demander en priorité, outre des qualités d'organisation, mais j'y reviendrai après, c'est d'avoir des collègues qui sont bien en prise avec les pratiques d'aujourd'hui, et donc qui ont une capacité à se réinterroger souvent. C'est un peu un lieu commun, mais par exemple, je pense qu'on a beaucoup de bibliothèques à s'être interrogées sur la place de la romance, par exemple, du young adulte, et donc il faut avoir des débats en permanence, en fait. C'est ça la première des qualités. Parce qu'effectivement, les publics viennent d'abord pour les collections en bibliothèque de lecture publique. Alors, pour plein de choses. Mais, je fais une petite digression, c'est un retour un peu à ce que moi, quand je suis rentré dans le métier, on appelait le cœur de métier, justement, mais d'une manière un petit peu péjorative quand même, par rapport à d'autres missions qui sont l'animation culturelle, la médiation. Donc, les bibliothèques, les personnes qui viennent en bibliothèque viennent pour les collections et pour une batterie de services qui va dépendre de la bibliothèque, mais qui a une approche un peu plus anglo-saxonne des choses, qui serait une approche plus sociale, sociétale, d'accompagnement. L'inclusion numérique est quelque chose aussi de très important. À Bordeaux, on s'en est rendu compte, c'est un peu un lieu commun aussi, ce que je veux dire, c'est au moment des confinements. Alors, il se trouve que moi, à l'époque, j'étais le directeur adjoint, et j'avais en charge de la communication, et j'ai traité toutes les demandes du public pendant les confinements. Donc, c'est pas scientifique 100%, mais en tout cas, sur notre public, c'est assez précis. 80% des demandes du public, c'était quand est-ce que vous mettez en place un drive, en fait. Quand est-ce qu'on va pouvoir aller récupérer des documents alors que nous n'avons pas le droit d'aller à la bibliothèque. Elle n'est pas ouverte. Et le deuxième grand domaine de questions, c'était quand est-ce que vous remettrez en place les ateliers et les accompagnements numériques. Il n'y a pas du tout de questions sur quand est-ce que vous allez remettre en place des animations, des expos, ce genre de choses. C'était vraiment centré sur les collections et l'accompagnement numérique. Et on se rend compte aujourd'hui que quand même, les activités de presse sont majoritaires et le public vient avant tout pour ça quand même. Merci. Mina, on a beaucoup parlé de la loi Robert ce matin. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ce que ça apporte en bibliothèque et à votre activité de formatrice, Paul Doc?
En tant que formatrice en politique documentaire, c'est vrai que j'ai pu constater qu'il y a un avant et un après la loi Robert. Disons que moi, je forme à peu près depuis 2015, donc une dizaine d'années sur les questions de politique documentaire. Et avant la loi Robert, on avait plutôt des souhaits de former les équipes sur, comme l'a dit Johan, un peu ce qui est considéré comme le cœur de métier. Mais plus sur des aspects très techniques. Je pense que Jérôme Pouchol a mis des complexes à la France entière avec ses fiches domaines, et donc le modèle idéal, c'était les fiches domaines de la MIOP. Et puis est arrivée la loi Robert avec cette, en quelque sorte, injonction à formaliser les orientations et les faire voter par l'Assemblée délibérante. Et donc, on a glissé plutôt sur des besoins techniques, scientifiques, d'outils, plutôt sur des choses autour de valeurs professionnelles. On parlait ce matin de pluralisme, de neutralité. Voilà. Donc le besoin, il est plutôt aujourd'hui sur quels choix on fait, comment on les assume, comment on colle à la société, comment on colle aux besoins des publics en fait. La question aussi de l'évolution des bibliothèques depuis la fin des années 80 vers des lieux plus effectivement orientés vers l'action culturelle, les tiers-lieux, etc., a fait qu'il y a eu un éloignement sur la question des collections, que la loi Robert, évidemment, a remis un coup de projecteur sur la politique documentaire. Et du coup, vous êtes très sollicité par les collectivités aujourd'hui ? Alors vraiment, il y a effectivement, on est très peu de formateurs sur les questions de politique documentaire et très peu de formateurs à vraiment mener des choses très concrètes et très pratiques. Vraiment essayer de sortir de la pure théorie et essayer de mettre en place. Donc effectivement, il y a beaucoup de demandes et peu de formateurs en face pour pouvoir y répondre effectivement. Et en plus, il y a vraiment la montée en compétences, le développement des réseaux aussi. On a cette volonté, ce souhait de former des réseaux, alors mise en réseau avec des schémas et des formats très différents. Donc de plus en plus de formations en intra, ce qu'on voyait un peu moins avant effectivement la loi Robert. Les bibliothèques départementales aussi se sont saisies de cette question. L'idée, c'est aussi de construire des collections qui vont coller avec les besoins des EPCI ou des réseaux qu'on accompagne. Donc voilà, ça se questionne à tous les niveaux. Il y a des besoins effectivement, et donc une forte sollicitation effectivement sur les besoins en formation. Merci. Alors en bibliothèque universitaire, la question de la politique documentaire est une question ancienne, on peut le dire aujourd'hui. La différence de ce qu'un dire Johan sur le nombre de prêts, ça a plutôt tendance à s'éroder. Donc comment ça se passe en BU aujourd'hui sur cette question-là ? Alors effectivement, je dirais que majoritairement, les publics ne viennent pas en tout premier lieu pour les collections bibliothèques universitaires. Alors effectivement, la question de l'érosion du prêt des documents imprimés nous amène forcément à nous questionner sur l'évolution de la politique documentaire. Et il n'est pas certain d'ailleurs que la question de la documentation numérique suffise à véritablement compenser cette érosion-là, ou en tout cas à dire que ça se substitue et que ça reconstitue en soi une politique documentaire. Du point de vue des tutelles, les bibliothèques aujourd'hui, elles sont de plus en plus vues avant tout comme des tiers-lieux, c'est-à-dire des lieux d'études, de travail. Et du reste, quand on regarde la place qu'occupent les bibliothèques universitaires aujourd'hui dans les organigrammes des universités, elles sont souvent dans des pôles qu'on appelle vide campus. Donc aux côtés du sport, de la santé, des activités culturelles, etc. Donc ça dit quand même beaucoup de la place qu'ont les bibliothèques aujourd'hui dans l'enseignement supérieur. Et je dirais que c'est à nous, bibliothécaires, à nous ressaisir vraiment de la question pour continuer à nous battre, pour faire en sorte que les BU restent à part entière des bibliothèques, donc avec une fonction de politique documentaire assumée, revendiquée et explicitée et valorisée.
bien sûr. Je dirais que l'arrivée de l'intelligence artificielle, avec les risques et les possibilités qu'elle offre, est aussi une opportunité pour remettre la politique documentaire sur le devant de la scène. Et est-ce qu'on voit aujourd'hui un tiraillement en fait entre ces différentes fonctions de la bibliothèque, tiers-lieu, lieu d'accueil, et puis justement la place des collections? Alors, je pense qu'on a tourné la page de ce tiraillement, mais effectivement, il y a quelques années en arrière, ça a pu être vécu un peu comme ça. Ce que je ressens en tous les cas pour le service dans lequel je travaille, c'est qu'on a passé un peu ce cap-là pour vraiment aujourd'hui travailler de concert à une qualification de l'ensemble de nos secteurs d'activité à part égale. Et effectivement, on a pu avoir ces 15 dernières années beaucoup d'attention portée au service au public parce qu'il y avait un gros rattrapage à faire en la matière. Sur la science ouverte, évidemment, il y avait aussi des besoins nouveaux qui apparaissaient auxquels il fallait qu'on réponde. Donc tout ça, ça a rééquilibré en quelque sorte nos fonctions. Voilà, mais aujourd'hui, ce rééquilibrage étant fait, je pense qu'on ouvre une nouvelle page. Effectivement, donc en BU, souvent on a un département politique documentaire, collection. En collectivité, par exemple, Mina, est-ce qu'on voit justement aussi cette organisation qui est vraiment signifiante et qui met les collections là aussi sur le devant de la scène? Dans les différentes collectivités ou les différents réseaux dans lesquels je suis intervenue en tant que formatrice, très souvent, la sollicitation pour une formation arrive après la création d'un poste ou un renouvellement, une nouvelle organisation qui a fait émerger justement le besoin d'avoir un référent, un responsable, un coordinateur, peu importe l'intitulé du poste, mais en tout cas quelqu'un qui sera en charge de la politique documentaire. Alors, en formation, il y a un exercice que j'aime beaucoup faire avec les stagiaires, c'est on prend le groupe, on partage le groupe et puis certains collègues travaillent sur comment faire échouer la politique documentaire, quels vont être les ingrédients à mettre dans la balance pour vraiment faire saboter ce projet de mise en œuvre de politique documentaire. Et puis l'autre groupe travaille vraiment sur les ingrédients de la réussite et on voit très souvent que ce qui va concourir à faire aboutir un projet de formalisation de politique documentaire, ce sera essentiellement les outils, la formalisation, et l'échec, il va plutôt être lié à la posture des agents, l'état d'esprit, voilà. Et donc c'est dans l'organigramme, dans l'organisation structurelle du système ou de la collectivité, en tout cas de la bibliothèque, c'est vraiment très important d'avoir un équilibre. On peut avoir les outils les plus parfaitement construits. Si l'état d'esprit, si on n'arrive pas à fédérer, le projet peut aboutir en tout cas de manière uniquement partielle. C'est intéressant et ça reboucle avec ce qu'on a dit ce matin sur l'identité professionnelle et justement le partage des mêmes valeurs au sein d'une équipe. Oui, l'intervention a fait beaucoup écho à ma pratique de formatrice. Voilà, et j'aurais 1001 anecdotes à partager qui font vraiment écho à ce matin. Ouais. Et donc à Bordeaux, la création d'une direction justement des collections, c'est quelque chose de récent? Alors, on a refondu intégralement l'organigramme de la bibliothèque en 2017. Il y avait un organigramme typique des BMC, des bibliothèques classées d'après-guerre, qui était en silo, c'est-à-dire il y avait un département lecture publique qui accueillait 90% des agents, tout en râteau. Il y a un responsable pour tout ce petit monde. Une direction, il y a un département de l'étude et un département du patrimoine, parce qu'on est un gros fonds patrimonial à Bordeaux. Il y avait très peu de fonctions transversales, ce qui était un enjeu fort, puisqu'on a un réseau, je ne l'ai pas dit, mais on a un réseau de 10 bibliothèques, dont la deuxième plus grande bibliothèque centrale de France, qui est la bibliothèque Mériadec. Donc il y avait des enjeux très forts de cohésion, de partage, et ce qui est classique dans ce type de réseau, beaucoup d'antagonisme, quartier contre centrale. Enfin, voilà, et donc il y avait l'idée de créer ces départements, on appelle ça des services. Donc on a créé
3 services transversaux, le service développement des collections, le service développement du public et le service développement du numérique. Voilà. Sachant que ces services-là sont de la transversalité pure, ils sont là pour mettre les collègues, c'est comme des chefs d'orchestre en fait, pour travailler ensemble, pour circuler sur le réseau, parce qu'il y a quelque chose qui est indéniable souvent dans nos réseaux, c'est que les personnes qui sont en transversalité habitent, si j'ose dire, ont leur bureau dans la bibliothèque centrale. Ça, c'est toujours important, la symbolique de où on est. Et donc, les collègues sur le réseau des bibliothèques de quartier pensent que ces collègues sont avant tout de la bibliothèque centrale. Et donc, on a dédié ces postes à 100% à circuler sur le réseau, à travailler ensemble, à faire cohésion. Alors ça, c'est une réflexion qu'on a constamment parce que il y a toujours les écueils d'un projet d'organigramme face à un autre. C'est-à-dire que l'écueil là, c'est que tout serait transversalité. Et ça, je me bats aussi contre ça. C'est-à-dire, mes collègues de la transversalité voudraient tout gérer en transversalité, quitte à gommer parfois les particularismes des territoires, ce qui n'est pas bon non plus. Chaque personne dans son territoire, dans sa bibliothèque, doit aussi avoir une forme de latitude à travailler son territoire, ses partenariats. Notamment à Bordeaux, la particularité, c'est que les 3/4 des bibliothèques de quartier sont en quartier politique de la ville. Ce n'est pas une image qu'on a souvent de l'extérieur de Bordeaux, hein. Ville classique, 18e siècle. En fait, il y a 6 quartiers politiques de la ville à Bordeaux et la plupart des bibliothèques sont dans ces quartiers-là. Donc, un gros travail de fond à faire de territoire. Donc, ces services de développement des collections sont là avant tout pour formaliser. J'y reviendrai après peut-être sur l'organisation, mais là, le but principal, c'est formaliser, aider, accompagner au quotidien. Et du coup, sur cette formalisation, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Alors, c'est long. Il faut aimer le temps long, comme disait Brodel. Donc là, on a mis 3 ans pour aboutir à une charte documentaire, qui n'est pas le plus dur des documents, puisque c'est un document assez général, mais qui est intéressant parce qu'il est voté en conseil municipal, donc il y a une sorte justement d'appropriation du politique et du professionnel. On travaille ensemble. Et là, on est en train de finaliser ce qu'on appelle un SOG chez nous, c'est un schéma d'orientation générale des collections, qui est la partie la plus dure parce que c'est là que vont être inscrits les directives un petit peu plus fortes, un peu comme on dirait aujourd'hui les invariants de la politique documentaire. Et là, ça nécessite vraiment de gros débats au sein de la communauté professionnelle à Bordeaux sur, par exemple, qu'est-ce qu'on fait avec les meilleures ventes ? Est-ce qu'on les a partout? Et la difficulté d'un réseau de bibliothèques, c'est la politique d'exemplaires. C'est pas forcément d'acheter un livre, c'est de dire le livre, on va l'avoir en combien de fois? Et il y a des débats très importants liés au budget à chaque fois. Par exemple, j'ai des collègues à la bibliothèque Mériadec. La bibliothèque Mériadec, c'est une bibliothèque très particulière. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est presque 30 000 mètres carrés. C'est presque 10 000 ouverts au public, donc c'est un gros établissement. Il y a 110 acquéreurs dans cette bibliothèque. Donc, c'est pas rien. Et donc, il y a toujours l'idée de confronter la politique documentaire face au budget. C'est-à-dire, mes collègues ont du mal à se dire, dans la deuxième plus grande bibliothèque de province, on va avoir 2, 3, 4 exemplaires du même titre. Et souvent, il n'y en a qu'un. Parce que l'idée, c'est de dire, mais si je prends 4 exemplaires, ça va faire des livres en moins dans d'autres domaines. Peut-être qu'on va moins investir des petits éditeurs ou pas. Donc ça, c'est le gros débat qu'on est en train de trancher pour aider, parce que mes collègues, en fait, ils sont aussi en souffrance. C'est-à-dire que on peut penser que c'est conflictuel, mais ils ont aussi une forte attente d'avoir un document cadre sur une partie des acquisitions pour les aider, parce que en lecture publique, les collègues sont noyés en fait par la production éditoriale. Moi qui m'intéresse à la bande dessinée, je veux dire, c'est faire une politique documentaire en BD aujourd'hui, c'est extrêmement dur parce qu'on a des milliers de sorties par an. Hein, pour pouvoir en acheter 500, il va y avoir 10 000 sorties. Et donc, il faut quand même des critères. Et aujourd'hui, il y a quand même une attente de mes collègues qui sont sur les acquisitions là-dessus. Et en termes de compétences, qui est-ce qui fait ces acquisitions ? Alors, les acquisitions sont faites par les acquéreurs, mais quand j'ai dit ça, je n'ai pas dit grand-chose. Des compétences, justement, c'est difficile à définir en fait les compétences. Moi, j'ai envie de te dire que c'est avant tout des compétences liées à un état d'esprit, parce que sur la technique, après justement, il y a les formations, enfin, il y a plein de choses à connaître sur la politique documentaire, mais ce qu'on essaye de déceler quand on recrute, parce que sur un grand réseau, on recrute beaucoup en fait, parce qu'il y a beaucoup de départs, de mobilité. Chaque année,
voilà, je suis indirectement ou directement sur une quinzaine, par exemple, de recrutements. Ce qu'on essaye de déceler, c'est pas tant si les personnes qui veulent venir sont des bons techniquement, c'est un peu l'état d'esprit. Et c'est vrai que désormais, on a des questions Poldoc dans nos recrutements, des questions un peu pièges, pas pour savoir si les gens sont des bons techniciens, mais plutôt pour sonder un peu l'état d'esprit. Donc on a 2 questions pièges, mais comme la France entière nous écoute, je ne sais pas si je vais y révéler, mais... Il y aura un copyright. Allez, bon. La question, c'est est-ce que vous achèteriez Closer dans les abonnements de la bibliothèque? Alors, il n'y a pas de bonne réponse, hein, mais après, c'est contextuel. À Bordeaux, à Mérideck, on a un service actualité, il y a 400 titres de magazines. Donc forcément, la question du pluralisme est importante. Et la deuxième question, c'est lié à la dark romance. Bon, c'est classique aussi, mais c'est intéressant d'avoir les avis des collègues. Et alors, quelque chose qui me frappe, hein, c'est justement parler d'identité professionnelle et d'éthique. Et moi, je constate que, les personnes qui veulent rentrer dans le métier ont comme représentation de l'identité n'est pas du tout aujourd'hui l'identité qui est réelle, ou en tout cas ce qu'on essaye de promouvoir depuis quelques années. Sur une question, c'est la question de la prescription. Je pense pouvoir dire quand même depuis quelques années, on essaye de lutter contre le bibliothécaire comme prescripteur. On travaille avec tout un tas de données de vente, avec des lecteurs, et 3/4 des personnes qui veulent rentrer à la bibliothèque de Bordeaux, qui sont extérieures, qui viennent d'autres professions, sont beaucoup plus royalistes que le roi. C'est-à-dire que 3/4 vont dire il ne faut pas de magazine People en bibliothèque, il ne faut pas de romance. Et ils ont une vision très, très cernée du métier, comme bibliothécaire qui amenons la bonne parole et ce qu'il faut lire. Et donc, on a très, très peu, finalement, de personnes qui nous disent, en fait, il faut étudier le territoire, il faut étudier la bibliothèque, le contexte, le fond, ceux qui viennent, en fait. Très, très peu répondent ça. Très, très peu sont ouverts. Donc, c'est intéressant, en fait, je trouve, par rapport à ce que vous disiez ce matin, entre la représentation du métier de bibliothécaire, et c'est un peu décevant, parce que, quand même, en lecture publique, ça fait des années qu'on essaye de propager une image quand même plutôt moderne. Il y a eu la vague troisième lieu, enfin, il y a eu plein de choses. Et on voit qu'on lutte. C'est long, en fait, de lutter contre l'image d'une bibliothèque municipale qui est héritée des confiscations révolutionnaires, qui est plein de choses. Enfin, voilà. Donc, on n'a pas, dans les recrutements, est-ce qu'on attend, pour conclure, malheureusement, je constate qu'on n'a pas beaucoup le choix, souvent, sur l'état d'esprit. C'est pas simple. Et du coup, Mina, en formation, peut-être que vous pouvez nous dire comment on fait pour justement lutter contre ces représentations et puis amener les gens à s'ouvrir un peu plus pour les acquisitions. Alors, c'est très compliqué quand vous arrivez en tant que formatrice et que vous avez devant vous 20, 25 bibliothécaires. C'est comme si vous leur disiez que tout ce qu'ils avaient fait jusqu'à présent en matière de gestion de collection ne valait rien et n'était pas les bonnes pratiques. Donc, souvent, on va démarrer la formation en disant que ce qu'ils font, c'est déjà de la politique documentaire, que la constitution des collections, etc. Et on va vraiment partir, en tout cas en formation intra, vraiment partir de leurs pratiques pour essayer de les tirer vers autre chose et de réfléchir à comment améliorer le service, et donc de se dire que la politique documentaire, elle doit s'incarner dans un projet, je pense que c'est Louise ce matin qui parlait d'un projet politique plus global. Et donc on va commencer par amener les professionnels à réfléchir sur est-ce qu'on a un PCSES, est-ce qu'il y a un CTL, est-ce qu'il y a des documents déjà qui cadrent. On reprend aussi, ça semble bête à faire, mais on reprend les grands textes des missions des bibliothèques, manifeste de l'UNESCO, etc. Et on va les amener à partir de choses très évidentes à tirer des fils par rapport à leurs pratiques. On va ensuite aller regarder quelques statistiques du territoire pour ancrer le territoire. Et Johan l'a très bien dit, le souci quand on accompagne en tant que formatrice, c'est de dire on constitue des collections
qui vont répondre à un besoin. Et ce besoin, il n'est pas le même, y compris dans un même réseau d'une commune. Voilà, plus le territoire est étendu, plus la question de la politique documentaire doit vraiment être réfléchie avec des données. Alors, on va introduire la question de l'évaluation, des indicateurs, et donc on va essayer de ponctuer la formation comme ça, de va-et-vient entre leurs pratiques à eux pour les rassurer, les conforter, et en même temps les amener à réfléchir et à faire évoluer. Voilà, c'est un véritable jeu d'équilibriste. Et je dis encore, hein, il y a 2015, quand j'ai démarré ma première formation de Poldoc, et à aujourd'hui, j'aborde plus du tout les choses vraiment de la même manière. Et est-ce que vous avez déjà été confronté aussi à ces nouveaux personnels qui veulent être vraiment prescripteurs de lecture ou de bonnes pratiques? Alors c'est amusant parce qu'aujourd'hui, on a dans les collègues qui partent en retraite, c'est la génération CAFB. Et qui est une génération très intéressante, je trouve, parce que ils ont à la fois les compétences bibliothéconomiques, mais de manière très sérieuse, avec un catalogage très propre, voilà, et le souci du public, de la médiation, voilà, les grandes valeurs comme lutte contre l'illettrisme, etc. Et dans les jeunes générations qu'on peut voir, et en plus c'est pas toujours une question de génération, hein, et dans les jeunes générations qu'on peut voir, le côté très militant, parfois très vindicatifs, ou sur des sujets un peu qui portent à polémique, vont refuser par exemple d'acheter des ouvrages politiques de droite en se disant que la bibliothèque doit plutôt être à gauche sur l'échiquier politique, ou alors des convictions très personnelles qui vont leur tenir à cœur. Et donc, comment on apprend en formation à gommer l'individu, sa personnalité, pour être le plus neutre possible et être un vrai fonctionnaire au service d'un projet de politique publique. Alors, ça donne des débats super en formation, voilà. Et moi, je préfère les formations intra aujourd'hui pour toute cette richesse-là, toutes ces questions-là, effectivement, que des formations plus descendantes. Et on arrive à faire évoluer justement les représentations? Alors, j'ai des mails 15 jours après en disant « Oui, je suis désolée, je me suis peut-être un peu emportée à l'occasion de la formation. » C'est vrai que, voilà. Et la charte des collections et d'autres outils comme la fiche domaine peuvent permettre effectivement de formaliser. En fait, vraiment dans la politique documentaire, la formalisation, elle est importante. On est trop souvent la tête dans le guidon, on veut faire, et on ne prend pas beaucoup le temps d'écrire, de poser les choses pour pouvoir revenir et discuter de ces éléments-là. Donc, bon, voilà. Merci. Et en bibliothèque universitaire, où initialement on considérait que c'était vraiment le cœur de métier, c'était vraiment sanctuarisé, comment ça a évolué aujourd'hui? Alors, c'est toujours un cœur de métier, hein, bien entendu, la question de la politique documentaire, mais il y a, je dirais, d'autres dimensions qui sont devenues à leur tour des fondamentaux. Voilà, donc on a des fondamentaux aujourd'hui qui coexistent, c'est-à-dire la question de l'accueil du public et des services au public, la question de l'appui à la recherche et avec tous les développements liés à la science ouverte. Et puis on a toujours évidemment les ressources documentaires qui restent un pilier, un socle de notre activité. Je rebondis sur ce que tu disais, sur la nécessité d'être à la fois transversale et aussi dans l'écoute des particularités des communautés qu'on dessert. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Nous, on a 9 sites à Grenoble, dont certains sont distants de 200 km d'écart. Hein, voilà, ça va de Valence à Annecy. Donc, on a une direction des ressources documentaires qui est garante du cadre, de la méthode, de la répartition équilibrée du budget, etc. Qui donc travaille dans le sens d'une homogénéisation et d'une cohérence entre les politiques de site. Et puis sur chaque site, des responsables de ressources documentaires qui ont avec eux évidemment des équipes qui ont pour mission justement de déceler toutes les différences qu'il peut y avoir entre les disciplines de l'université. On est complètement multidisciplinaire à Grenoble.
et donc d'être en accompagnement des communautés pour pouvoir desservir des besoins précis. Voilà, ça c'est un élément, je pense, important de notre activité quotidienne. Sur les compétences peut-être. Alors, qui acquiert dans notre équipe aujourd'hui? On a des cadres qui font des acquisitions, on a des collègues BIBAS qui se chargent des acquisitions et qui font le catalogage, hein, donc les deux sont couplés. On essaye de faire en sorte que les acquéreurs aient une vue à la fois sur la documentation imprimée, mais aussi sur les ressources numériques, même s'il y a par ailleurs un service dédié à ces ressources numériques. Et puis, il y a la question de la science ouverte aussi, qui est un élément nouveau, qui vient complexifier, je dirais, un peu. Des collègues en France pour trouver des formateurs, parce que l'époque Calange était bien terminée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça a peut-être changé là, mais je vous parle il y a 3 ans, mais en tout cas il y a 3 ans, ils n'ont pas trouvé de formateurs acceptant de mener cette formation qui était certes ambitieuse parce que c'est en longue durée, mais donc on a approché une collègue de Rennes, une collègue de Brest, on a choisi la Bretagne, mais on sent qu'il y avait moins de fibres, il y a moins de réflexion professionnelle. À l'époque, il y avait moins de réflexion professionnelle. Voilà. C'est ce qu'on a dit un peu ce matin, c'est-à-dire qu'il y a eu un mouvement de balancier plus vers l'animation, le social, et c'est très bien. Mais c'est toujours un peu exclusif, c'est-à-dire c'est toujours un peu au détriment. Et clairement, dans les 10 dernières années, il y a eu une moindre réflexion sur la politique documentaire. Et mes collègues me le disaient sur le terrain. J'ai à peine caricaturé, mais les choix, la technique d'acquisition, c'était presque une variable d'ajustement de leur temps de travail. L'essentiel était mis sur des choses très chronophages comme la politique d'animation, les partenariats, des choses qui sont très bien. Et vraiment, je le redis, hein, je n'oppose pas les deux, au contraire. Mais il y avait moins de temps à donner à la réflexion sur la Poldoc. Donc on a fait ce grand plan de formation, mais on se rend compte maintenant, après ces 3 ans, qu'on intègre de nouveaux collègues. Donc il faudrait finalement pratiquement que ça soit au catalogue, notre propre catalogue de formation interne pour intégrer et mettre à jour. Et du coup, Mina, pour compléter sur la formation, justement, le fait d'avoir des nouveaux arrivants en bibliothèque, des gens qui ne sont pas du tout issus de la profession, qu'est-ce que ça a changé ? Il y a un intérêt parce qu'ils apportent un regard vraiment nouveau, naïf, dans le bon sens du terme évidemment, qui vont bousculer les pratiques qui sont ancrées et bousculer les collègues qui se sont plus du tout posé de questions et qui sont restés sur des habitudes d'acquisition. En formation, on a un exercice effectivement un atelier où il est question de bâtir une fiche domaine et d'essayer de penser à pourquoi je constitue, pourquoi je constitue tel ou tel fonds. Et parfois, on fait comme ça parce qu'on a toujours fait comme ça, parce que l'héritage, oui, la collègue qui s'en occupait m'a expliqué que, et voilà. Et donc, les nouveaux profils, les nouveaux collègues qui arrivent questionnent et bousculent tout ça. Souvent, ce qui manque, c'est le temps commun, le temps de concertation. J'aime bien aussi faire cet exercice de photolangage où j'ai une photo avec 2 fourmis qui portent un petit rocher pour illustrer que la politique documentaire, c'est un projet fédérateur, chacun a sa place. On construit petit à petit et qu'on est vraiment sur du temps long. Il y a aussi quelque chose qui a pas mal changé, c'est qu'aujourd'hui, il y a une très grande polyvalence, là où avant, c'était plutôt les cadres qui s'occupaient des acquisitions et les agents de catégorie C, en gros, le pré-retour, le rangement. Là, maintenant, dans les projets de politique documentaire, tout le monde a sa place pour constituer des collections. Ce n'est pas le grade qui va déterminer la qualité du travail, mais vraiment la curiosité. Et on a des collègues catégorie C, surdiplômés et parfois qui ont des choses bien plus intéressantes à apporter que des collègues de catégorie B ou A. Ouais, voilà. Donc le côté nouveau, le côté rompre les habitudes, ça c'est vraiment une richesse. Et dans les formations, on le voit vraiment. Enfin, ça se, voilà. C'est pour ça que j'ai vraiment été amenée. Enfin,
plus on forme et plus on est au contact, en prise directe avec les besoins de formation, et on va faire évoluer voilà, les supports, la façon d'approcher cette question de politique documentaire. Et sur la question justement de la formation à tout ce qui est pluralisme, neutralité, comme on en parlait ce matin, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé aussi dans les dernières formations que vous avez pu faire ? Ouais. Au tout début, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, l'approche était très technique parce que c'était le besoin qui était qui exigeait qu'il y ait une présentation d'outils, qu'on soit plutôt sur la forme en fait, sur des modèles. On recherchait beaucoup à faire des fiches domaines comme la MIOP ou qui ressemblent à la MIOP. Je n'ai rien contre la MIOP, hein, je voulais. Aujourd'hui, on va être plutôt sur se questionner sur les questions de valeur, comment avoir un équilibre, effectivement. Alors moi, je suis plutôt spécialisée sur la politique documentaire en réseau. Comment on va répondre aux besoins d'une bibliothèque centrale avec une vocation patrimoniale et des besoins sur des bibliothèques implantées en QPV, par exemple. Et donc, on va travailler des questions comme ça, un peu en filigrane, de neutralité, de pluralisme, pour répondre à tous les publics. On va travailler la notion de la collection à l'échelle macro et micro. Et très souvent, en tout cas ces dernières années, on se rend compte qu'il y a un besoin de rassurer, de dire que mettre en place une politique documentaire, ça ne veut pas dire uniformiser. On va harmoniser des pratiques, mais l'idée quand même, c'est que la couleur locale de chaque bibliothèque doit apparaître, doit exister, et que ces particularités, elles sont la force et la richesse en fait du réseau. Donc il va y avoir une espèce de gymnastique entre constituer une collection à l'échelle d'un réseau par rapport aux grandes missions des bibliothèques, par rapport aux grands enjeux politiques, soit de la collectivité ou du réseau, et puis de manière micro sur comment je réponds aux besoins des publics qui vont précisément rentrer dans cette bibliothèque-là, parce que c'est leur bibliothèque de quartier, parce que c'est la bibliothèque dans laquelle on entre quand on revient de l'école, etc., etc. Donc voilà, j'ai oublié la question, mais je suis partie. C'était sur la formation sur le pluralisme, justement, mais on peut continuer. Du coup, l'un des grands thèmes aussi, c'était la question du recrutement. Est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui de recruter sur ce type de fonction ? Est-ce qu'il y a des fonctions qui sont plus vendeuses ? Comment ça se passe ? Alors, question compliquée, ça. En mobilité externe, ce qu'on constate, c'est qu'on n'a pas vraiment de mal à recruter sur des postes vacants. Parce que justement, ça reste une fonction quand même cœur de métier, qui est donc le point commun de la profession. Et par conséquent, dès lors qu'il n'y a pas vraiment d'impératif géographique motivant les personnes, finalement, on reste quand même toujours intéressé par des profils autour de la politique documentaire. En revanche, c'est plus compliqué, paradoxalement, quand on fait des mobilités internes. Alors, la politique qu'on a, nous, à l'UGA, c'est de favoriser, d'ailleurs, dans un premier mouvement, la mobilité interne avant de proposer les postes à l'extérieur. Et là, c'est pas toujours facile d'arriver à recruter sur des profils de chargés de collection. Alors, on s'est interrogé, évidemment, sur les raisons qui justifient cela. Il y a probablement des questions de RIVSEP qui pèsent dans la balance. Et là, on a une vraie responsabilité que de défendre auprès de l'université ces métiers-là pour faire en sorte qu'ils aient une expertise importante qui soit reconnue autant que d'autres types d'expertise. Et donc faire en sorte que ces métiers de chargés de ressources documentaires restent valorisés et restent attractifs. Voilà. Donc on est aujourd'hui un peu dans cette difficulté-là qu'on essaye de lever, notamment en explicitant chaque fois qu'on le peut l'expertise, la particularité que requiert la fonction de chargé d'une politique documentaire.
Du coup, Johan, en bibliothèque municipale, est-ce que, alors on a parlé tout à l'heure un petit peu du recrutement et des questions, justement, pas pièges, qui étaient posées, mais est-ce qu'on a toujours autant de candidats sur ces métiers-là? Alors, globalement, on a moins de candidats qu'autrefois. Mais ça, c'est global, il y a quand même une petite désaffection pour les métiers du fonctionnariat en général. Donc, on a aujourd'hui, si on arrive à trouver 4-5 CV intéressants au maximum sur chacun de nos postes. Voilà, je n'ai pas en tête de type de poste qui susciterait une grosse attention des personnes. Donc, déjà, voilà, il y a quand même une baisse là, de l'attractivité en général de nos métiers de la fonction publique. Après, je dirais que les fonctions classiques d'acquisition sont peut-être les plus populaires quand même. Voilà, ça reste quand même attractif. On est quand même pénalisé par encore une segmentation peut-être à l'ancienne, quand même des secteurs jeunesse, secteur adulte, secteur audiovisuel. Il y a un peu de mobilité, mais pas tant que ça. Il y en a qui quand même, on le voit tracer dans des domaines, donc la porosité n'est pas très là. Même si sur le signal, à Bordeaux, on a une bourse de l'emploi tous les 2 ans où on essaie de susciter les mobilités. Alors, c'est un réseau, comme je disais, de 250 personnes, donc on peut se le permettre, mais c'est parfois un peu sclérosé. Donc, on suscite la mobilité au sein du réseau, justement, pour justement qu'il y ait des passerelles. Et à chaque fois, il y a 7-8 collègues qui bougent. Et je pense que si on ne mettait pas en place une manière volontariste de bouger, il n'y aurait pas cela. Non, les plus grosses difficultés de recrutement, ben ça tient peut-être aux filières classiques de la fonction publique territoriale. On a sur le jeu, par exemple, on a une particularité, c'est qu'on a des chargés de mission et on a une chargée de mission de l'offre ludique sur le réseau, et donc elle va travailler avec des personnes qui vont être plus en charge de la question du jeu. Bon, là, on va avoir beaucoup de mal à trouver. Je pense qu'il n'y a pas une adéquation. Justement, on parlait de comment on se représente dans le grand public la profession de bibliothécaire. Peut-être que là, ça n'a pas irrigué jusqu'au grand public. Donc, peut-être qu'il y en a qui se censurent, ne voient pas qu'il y a des opportunités dans les grandes bibliothèques, ou les plus petites d'ailleurs, d'aller sur d'autres fonctions que des fonctions peut-être régaliennes ou classiques des bibliothèques. Donc, on a du mal dans le jeu, la fonction sociale. C'est vrai qu'à Bordeaux, on y tient beaucoup à cette fonction de proximité, d'accompagnement du public. Il faut savoir que dans nos bibliothèques, on a des écrivains publics, on a de l'accompagnement aux démarches administratives, il y a plein de choses. Là aussi, finalement, on arrive à pourvoir les postes, parce que souvent on critique ce type de voie d'accès, c'est les postes de reclassement. Alors on se dit toujours, on a toujours les moutons noirs qui arrivent, soit en archives, soit en bibliothèque, mais au sein des grosses collectivités. Pour nous, c'est aussi quand même, je le dis parce que c'est pas souvent dit, c'est aussi une manière d'avoir des collègues, par exemple, qui étaient assistants sociaux, qui avaient d'autres métiers, et ça nous apporte beaucoup parce qu'on a vraiment des fonctions importantes dans ces domaines-là. Même animateur numérique, on n'a pas tant que ça voilà, ça pas, comme disait Guillaume, ça n'a pas tant évolué que ça dans le numérique. Moi, avant, j'ai toujours été responsable numérique des bibliothèques avant que je prenne ce poste de direction, mais moi, j'ai la même conclusion que Guillaume Hatt. C'est-à-dire que ça n'a pas tellement évolué depuis une vingtaine d'années. Et donc, ça ne suscite pas non plus de gros engouements. Donc, voilà, les fonctions liées aux collections sont quand même les plus porteuses dans les recrutements. Et ce qui m'a surprise quand on a préparé cette table ronde, c'était justement le côté valorisation sur les réseaux sociaux qui pouvait exister. Ah oui, c'est un autre souci. Ça aussi, c'est une réflexion que j'ai là sur les recrutements. Je me demande, ça c'est une question qui serait intéressante pour les sociologues peut-être. Qu'est-ce qui fait qu'on est attiré par le métier de bibliothécaire? Pourquoi on a envie d'être bibliothécaire en fait, soit jeune, soit après Parce qu'on aime lire. On aime lire. Ouais, c'est important d'aimer lire quand même. Je passe de celui qui va vous dire que ça n'a rien à voir, au contraire. Mais moi, on est 250 sur le réseau. On a une politique volontariste de médiation sur les réseaux sociaux. On a une chaîne YouTube qui est assez fournie. On a une chaîne TikTok qui a été là pour faire des booktubes, des booktalks. Si j'ai je caricature pas franchement, sur les 250, si j'ai 3-4 agents qui ont envie de se mettre un petit peu en scène, d'expliquer pourquoi ils ont choisi tel ou tel document. C'est un peu la fonction normalement des bibliothécaires, de savoir expliquer pourquoi on a aimé tel ou tel document. Et en fait, il y en a très très peu. Et il y a l'idée de ne pas vouloir du tout apparaître
face caméra. Et donc, je me dis toujours, mais bibliothécaire, c'est vivons heureux, vivons cachés, vraiment. Faut surtout pas. Alors, c'est normal. Et en plus, moi, j'ai pas du tout l'envie de forcer, en fait. Hein. Ça serait contre-productif. Donc, on a des stratégies, des tournements. Par exemple, là, on a recruté quelqu'un. C'est pour ça que l'organigramme, c'est toujours un peu malléable. Il faut s'adapter. On a aujourd'hui une vidéaste qui est recrutée à la bibliothèque pour être l'image de la chaîne TikTok. C'est-à-dire qu'il faut à la fois pas brusquer les collègues qui n'ont pas envie, parce que je n'ai pas envie de les brusquer, de les imposer à aller face caméra. Et en même temps, on a des objectifs de valorisation. On a un gros travail sur les 12-30. Et donc, on a investi les réseaux sociaux là où il y a ce public-là. Et donc, en fait, on a des collègues qui vont dire moi, j'aime tel livre. Et c'est une autre personne qui va un peu être la pro, qui va faire la marque un peu de la bibliothèque. Mais dans tous les recrutements aujourd'hui, j'ai très peu de personnes et je me demande qu'est-ce que ça dit en fait quand on aime bibliothécaire. Qu'est-ce que ça dit qu'on n'aime pas aller devant la caméra, on n'aime pas se mettre en scène. D'autres choses, pardon, je dérive complètement, mais quand on est en partenariat avec d'autres institutions publiques, culturelles, l'Opéra de Bordeaux, les musées, mes collègues se mettent toujours en situation d'infériorité. Toujours. On n'est pas légal, alors qu'on a une grande bibliothèque, une des plus grandes bibliothèques de France. On ne sera jamais à égalité par rapport à nos collègues du musée. Et pourquoi, en fait Pourquoi Alors, je dis des chiffres qui ne font pas plaisir à mes collègues des musées. Je les aime beaucoup, c'est pour taquiner. Mais sur le réseau des bibliothèques de Bordeaux, la fréquentation annuelle est plus du double de l'ensemble de la totalité des musées de la ville sur une année. Bon. Donc, il n'y a pas de raison de se mettre en... Mais voilà, ça dit... je ne sais plus, moi non plus, j'ai oublié la question. Je me suis emballé. Oui, sur la question de la légitimité, aussi, c'est du ouais, bibliothécaire. C'est vraiment une question, on a parlé ce matin, la légitimité dans son métier, dans son identité professionnelle. Non, ce n'était pas une dérive. Je crois qu'on a atteint le terme de l'heure de la table ronde. Et donc, on va pouvoir entamer la séance des questions. Si vous y êtes prêts. La première est toujours la plus dure. Oui. Je suis un peu confus de prendre la parole alors que c'est plutôt à vous de le faire, mais si personne d'autre n'a de questions, peut-être ça vous laisse le temps de réfléchir. Alors, il y a beaucoup de choses que je me suis demandé, mais je me tiendrai juste à une question un peu bête. C'est qu'est-ce que vous voulez dire quand vous parlez de cœur de métier? Vous placez la politique documentaire au cœur du métier. Alors, est-ce qu'il faut le comprendre, comme vous avez dit à un moment, quelque chose qui est commun à tous, donc une sorte de barycentre, un cœur par centralité, ou bien est-ce que c'est au sens symbolique? Et donc à ce moment-là, est-ce qu'il faut se situer dans ce qu'on appellerait la division morale du travail, une mauvaise traduction de l'anglais, mais c'est le fait que toute organisation du travail, c'est un ensemble de tâches, et ces tâches sont réparties entre des professionnels. Et cette répartition n'est pas égalitaire. Il y a des professionnels qui ont plus de pouvoir que d'autres et qui essaient de s'accaparer les tâches les plus nobles, les plus valorisantes, les plus rémunératrices, souvent ça va ensemble, et qui essaient de déléguer aux autres les autres tâches, les tâches ennuyeuses, sales, dégradantes, tout ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Et donc, en général, il y a une espèce de distribution en cascade de ce qu'on appelle le sale boulot, c'est-à-dire ce que ceux qui sont placés dans le haut de la hiérarchie ne veulent pas faire et réussissent à déléguer à d'autres. Alors, vous avez les médecins qui délèguent aux infirmières le soin, hein, les médecins prescrivent, les infirmières soignent. Les infirmières délèguent aux aides-soignantes le soin du corps du malade. Hein, elles sont sur la santé, sur le côté médical. Les aides-soignantes vont nettoyer le corps du patient. Donc, elles ont le sale boulot des aides-soignantes, mais les ASH, les agents de service hospitalier, ont le sale boulot des aides-soignantes parce qu'ils ne sont plus dans le soin. Ils s'occupent du ménage de la salle, hein, et de porter les repas. Donc, on voit très bien dans le monde de la santé cette idée de cascade de sale boulot, qui est d'ailleurs à prendre dans les deux sens, parce que si on fait le sale boulot de la profession qui est au-dessus, on se met en position ascendante. Hein. On montre qu'on est capable de faire les tâches plus élevées. Donc, ce n'est pas que dégradant. Mais enfin, bon, voilà. Est-ce que la politique documentaire est à considérer comme l'opposé du sale boulot,
c'est-à-dire les tâches prestigieuses qu'on recherche, ou bien est-ce que c'est quelque part entre le sale boulot et puis les tâches les plus appréciées? Non. Alors pour la lecture publique, enfin une partie de lecture publique, après, déjà ce qui est constitutif du métier de bibliothécaire, parce que c'est un métier qui est bien défini quand même depuis plusieurs centaines d'années, c'est pas forcément travailler en bibliothèque, parce qu'il y a en bibliothèque des gens qui ne sont pas bibliothécaires, qui sont très importants, qui gravitent autour, communication, logistique, qui sont très importants, mais qui ne sont pas bibliothécaires au sens strict. Donc après, ce qui fait, je pense, qui est constitutif du métier de bibliothécaire, justement par rapport aux autres métiers, des métiers du livre et de la documentation, par exemple par rapport à documentaliste, ça va être la sélection des documents, alors que le documentaliste va être la sélection de l'information, c'est un peu différent, et leur signalement. C'est ça au départ, hein, on parle faire d'histoire un peu de bibliothèque, mais Gabriel Naudet, comme on dit, c'est le premier bibliothécaire, hein, le bibliothécaire de la bibliothèque de l'Institut, au XVIIe siècle, c'est ce qu'il écrit en fait. Il écrit comment on sélectionne, comment on signale et comment on classe. C'est ça le cœur de métier en fait, hein, historique. Donc c'est ce qui a perduré. Après, il y a des fluctuations, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tout cas en lecture publique, le signalement quand même est beaucoup moins important du fait qu'on achète des notices toutes prêtes. Et puis après est arrivé dans les années 80-90, dans le cœur de métier, quand même, la médiation, qui est, si on devait dire les deux mamelles du métier, c'est la sélection des documents et leur médiation. C'est ça, ce qui est constitutif du cœur de métier, ce qu'on va retrouver à peu près, je pense, dans toutes les bibliothèques de lecture publique. Je pense que ça reste quand même la partie noble du cœur de métier. C'est ce que dans les IUT métiers du livre ou dans toutes les formations, on va quand même plutôt mettre en avant encore. Si je vois à Bordeaux ce que serait le sale boulot, c'est le classement, le rangement, mais parce que c'est une réalité, c'est que c'est dur. On a beaucoup de troubles musculo-squelettiques en bibliothèque, il faut se baisser. Et donc ça fait partie des enjeux aujourd'hui de définition des postes. Alors souvent, il n'y a pas un poste qui fait je classe ou je range. Mais la part du travail de ça, du classement, c'est des enjeux très forts pour nous. Combien de temps? Les quotités de temps de travail, c'est-à-dire en bibliothèque, les plannings, les quotités entre le temps interne, le classement sont des choses importantes. Et il y a aujourd'hui quelque chose que je perçois depuis une dizaine d'années sur le sale boulot, c'est un peu malheureux, mais je crois qu'il faut le dire aussi, c'est la partie service public. Pourquoi? Moi, j'ai des collègues qui, quand ils sont en interne, qui partent en service public, se souhaitent bon courage. Et bon courage, tu vas. Mais c'est une réalité. Pourquoi? Parce que c'est devenu très dur. En lecture publique, on a beaucoup de tensions face au public par rapport à des tensions classiques, usagers, fonctionnaires, mais aussi de plus en plus, de par nos horaires d'ouverture, notre accès facile, des problèmes avec des gens qui sont en situation psychique compliquée, des SDF, c'est ça. Nous, on a cette vocation aussi, tout public. Ça devient, là, la société se durcit, donc le service public se durcit. Et ça dérive un petit peu, alors que ça serait quelque chose de noble, ça devient pas du sale boulot, parce que c'est un peu caricatural. Mais... Voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui, je ne fais qu'abonder dans ce que tu viens de dire. Peut-être pour rajouter une notion qui me semble importante, c'est qu'on est un métier, je pense, le métier de bibliothécaire de manière générique, très guidé par des valeurs qui vraiment nous unissent les uns les autres fortement. Et ces valeurs, c'est effectivement le service public, hein, on vient d'en parler. Malgré la pénibilité qu'il recouvre, effectivement, s'exposer, aller gérer des tensions, des problèmes psychosociaux et autres, ça peut être pénible, mais je ne le qualifierais pas de sale boulot. Je ne pense pas que les collègues le perçoivent comme ça.
parce qu'on a justement cette vocation chevillée au corps d'être là pour du public. Et l'autre mission fondamentale aussi qui nous unit, alors pour le coup depuis, peut-être pas la nuit des temps, mais au moins la bibliothèque d'Alexandrie, c'est quand même qu'on est là pour garder des livres, c'est l'étymologie de bibliothèque, et donc pour quelque part être les gardiens d'un savoir qu'on transmet de génération en génération. Et aujourd'hui, l'IA vient beaucoup nous bousculer par rapport à ça. Donc, les inquiétudes qu'on a par rapport à l'IA, c'est notamment de perdre un peu cette fonction de gardien du savoir et gardien d'une éthique de la constitution du savoir. Et là-dessus, on se bat vraiment, les bibliothécaires, pour continuer à œuvrer sur ce champ-là qui nous paraît de plus en plus menacé. Donc voilà, je dirais que c'est ce qui nous porte au-delà de la pénibilité, parfois du manque de reconnaissance des tutelles ou de la société, c'est ces valeurs-là qui sont vraiment constitutives de nos métiers et qui font que même ce qu'on peut considérer comme un peu pénible, parfois, ranger des livres ou autre, ça garde quand même une forme de noblesse réelle. Avec la casquette formatrice, pour répondre à la question du cœur de métier, comme tu l'as dit, historiquement, constituer des collections fait partie, était le cœur du métier pour les bibliothécaires. Le métier a beaucoup changé aujourd'hui. Quand on parle de cœur de métier, on parle des publics. Et sur les journées de formation pour des réseaux, quand on travaille sur une feuille de route, on a un exercice là, le SWOT, force, faiblesse, opportunité, et la question de la politique documentaire apparaît toujours comme une opportunité de mieux satisfaire le public, et ça rejoint ce que tu expliques, ça c'est vraiment chevillé, effectivement, voilà. J'avais une question pour Florence Roche, pour revenir sur ce que vous disiez sur la nécessité pour les acquéreurs d'en connaître au moins suffisamment sur la discipline dont ils ont la charge pour être des interlocuteurs crédibles pour les enseignants et les étudiants. De quel levier disposez-vous pour faire en sorte que ce soit le cas, pour vous en assurer, en termes de profilage des recrutements peut-être, ou de mise à profit de la formation universitaire ? Alors, il y a un peu tout ça, effectivement. Il y a les profils initiaux des collègues qu'on recrute. On peut avoir des collègues qui sont biologistes de formation, chimistes, voilà. Donc ça, c'est effectivement toujours bien pratique de pouvoir s'appuyer là-dessus. Il y a quand même des formations auxquelles on peut recourir qui sont organisées dans les disciplines pour connaître notamment ce qui est l'offre éditoriale dans telle ou telle discipline, et puis épistémologiquement aussi connaître les grands traits de la discipline. Voilà, on fait, j'allais dire, un peu feu de tout bois pour arriver à résoudre cette question-là. Ce qui est sûr, c'est que c'est compliqué quand on a du coup des personnes qui changent, qui demandent à changer de poste et qui abandonnent leur fonction, pour rattraper, j'allais dire, un niveau équivalent rapidement de connaissance de la discipline. Ça, pour nous, c'est vraiment un enjeu important. Et quand on a des CDD, faute de personnel titulaire en attendant qu'un titulaire arrive, voilà, c'est pas facile. Néanmoins, je pense qu'on y arrive quand même à peu près, en mettant bout à bout toutes les possibilités qu'on a effectivement sous la main. Mais c'est un vrai enjeu. C'est vrai qu'il faut qu'on soit quand même crédible par rapport à nos interlocuteurs. Donc il ne faut pas économiser la formation sur cet aspect-là quand on a un nouveau collègue qui arrive. Bonjour. J'ai deux questions qui n'ont pas de lien entre elles.
Ma première question, c'est que vous évoquiez tout à l'heure le fait qu'il y avait un décalage entre l'identité professionnelle et la perception de cette identité pour des personnes qui voudraient entrer dans le métier. Est-ce que vous sauriez l'expliquer, d'où vient ce décalage? Et mon autre question, c'est par rapport à la culture statistique, parce qu'il me semble qu'en politique documentaire, c'est bienvenu d'avoir une certaine aisance avec les chiffres, les probabilités, etc. Et cette compétence n'est pas toujours bien acquise. Comment voilà, vous essayez d'accompagner les équipes pour monter en compétence de ce côté-là? Juste sur cette deuxième question, je vais répondre. La première, je ne sais pas, je vais laisser peut-être les collègues prendre la parole. On a dans notre organisation une mission d'aide à la décision qui est chargée de développer des indicateurs et des outils de pilotage de nos différents services. Donc la collègue qui est chargée de ça, notamment pilote le SGBU, la fameuse enquête statistique annuelle que le ministère organise chaque année. Mais au-delà de ça, elle propose aux collègues toute une batterie déjà de rapports d'activité mobilisables et ensuite travaille avec eux à ce qui leur serait utile en termes de statistiques, indicateurs voilà, et autres données utiles pour pouvoir tout simplement au jour le jour organiser le service et le faire évoluer. Voilà, donc je dirais qu'il n'est pas nécessaire que chaque acquéreur dans notre équipe soit un pro des statistiques. Il a cet appui-là, mais ça se fait vraiment en dialogue, c'est-à-dire que l'un donne son besoin et l'autre essaye de voir comment il peut répondre à ce besoin. Compléter tout de suite dans les formations, c'est le point sensible voilà, quand on est en formation, la politique d'évaluation et effectivement on a des collègues qui sont en poste depuis 20 ou 25 ans et qui découvrent alors peut-être pas le taux de rotation mais taux de disponibilité, taux de sortie, taux de pénétration, enfin des indicateurs et au départ moi en tout cas j'ai abordé la question de manière très sérieuse. Et là, depuis 3-4 ans maintenant, dans les formations, voilà, la ludopédagogie vient aussi aider pour faire passer des notions et surtout être se vouloir très rassurante en disant que rien ne sert de partir dans une usine à gaz qu'on ne saura pas tenir, voilà, parce que les bras nous en tombent et qu'effectivement, il faut quand même une certaine sensibilité, une certaine appétence. Donc, c'est vraiment de choisir quelques indicateurs, mais de les tenir sur la durée et surtout de s'appuyer. Tout le monde n'est pas obligé de faire des stats, mais vraiment voilà, de s'appuyer sur un collègue ou une collègue qui va mettre cette compétence ou cette appétence au service du projet et au service des collègues. Allez, je me colle à la première question, alors, merci. Bon, j'ai un avis, mais qui sera personnel, en fait. Et en plus, je suis historien de formation, donc j'ai une approche historique de la réponse. Faut bien voir que la lecture publique en France et celle dans les pays anglo-saxons n'est pas du tout la même. Dans les pays notamment anglo-saxons et aux États-Unis, dès 1850, à Boston, par exemple, une des premières bibliothèques publiques, il y a l'idée d'être présent fortement dans la vie quotidienne des gens. Donc, aux États-Unis, il y a une longue histoire, maintenant, 150 ans d'histoire de ce que c'est une bibliothèque publique et de ce que c'est dans la vie de la ville, du village. En France, du fait je disais l'histoire des confiscations révolutionnaires, du fait que les bibliothèques municipales ont au XIXe siècle plutôt géré les fonds anciens que la lecture publique et que finalement c'est dans les années 80-90 qu'elle explose. Il n'y a pas cette tradition ancienne. Donc ça ne se retrouve pas dans la culture populaire parce que ce qu'il faut voir c'est que tous les efforts qu'on fait en bibliothèque, il faut venir en bibliothèque pour les voir. Donc on va toucher 20-30% de la population dans le meilleur des cas. Et on n'est pas du tout présent dans l'imagerie populaire. C'est là, l'image elle va changer quand on sera présent, notamment dans le cinéma. Moi, je suis toujours frappé que dans le cinéma américain, il y a toujours à un moment donné une bibliothèque. Elle sert de décor, les gens vont à la bibliothèque. En France, à part Romer et l'arbre, le maire et la médiathèque, il n'y a pas beaucoup de fils. Et encore, il faut être cinéphile, je pense, pour avoir vu ce film. Donc, je pense que c'est le temps long, en fait.
C'est parce qu'on n'a pas une tradition très longue de bibliothèque publique en prise avec les gens. Il faudra que ça se traduise ailleurs que dans nos bibliothèques pour que les gens ils comprennent ce que c'est, que le grand public sache ce que c'est une bibliothèque d'aujourd'hui. Oh, pardon, vas-y Isabelle. Bon, alors, je ne suis peut-être pas censée intervenir, mais juste pour une anecdote. Au concours de conservateur, à l'épreuve de motivation professionnelle, un de mes collègues a eu, puisqu'il demandait à la personne qui se présentait pourquoi elle voulait travailler en bibliothèque, elle lui a répondu « pour être à l'abri de la fureur du monde ». Voilà la représentation de la bibliothèque. Elle n'a pas été recrutée. Mais ça va dans la continuité, c'est assez amusant. Une anecdote aussi. Alors, moi, j'interviens en milieu carcéral pour aider les établissements pénitentiaires à constituer des collections accessibles directement dans les quartiers de détention. Là aussi, il y aurait énormément à dire sur le pluralisme, la neutralité. Mais voilà. Et très souvent, les détenus sont très demandeurs pour fréquenter la bibliothèque. Et quand on échange avec eux en leur disant « mais est-ce qu'à l'extérieur, c'est pas pour eux ?» Voilà. Et on a vraiment un vrai travail à faire là-dessus. Et je pense que on est encore très mauvais communicants en tant que on est encore très centré sur des choses très encore bibliothéconomiques et il n'y a pas assez cette promotion qui fait changer l'image de la bibliothèque. Oui, on peut se permettre une dernière question. Bonjour. Moi, ma question, elle porte sur une question d'organisation. On a parlé beaucoup de formation, de nouveaux recrutés, etc. Ma question, c'est comment on fait vivre le débat sur la politique documentaire dans le courant des acquisitions, dans le courant de l'année. Je trouve nous, en tout cas, on prend peu de temps d'échange entre acquéreurs. Chacun se retrouve quand même un peu tout seul, quand bien même on a des outils construits. Et le temps pour débattre justement sur le pluralisme ou pas, l'encyclopédisme des collections, des questions de choix documentaires, nous on ne prend pas. Donc est-ce que vous avez une organisation qui permet de prendre ce temps-là? Est-ce que vous avez des préconisations là-dessus? Dans les formations, quand j'accompagne en intra, le dernier atelier que je fais en général avant de quitter les équipes, c'est de travailler à une feuille de route. Et à chaque fois, forcément, mettre en place une politique documentaire va exiger de revoir l'organisation de toutes les activités, les accueils de classe, essayer vraiment de trouver du temps commun. Parce que ce qui revient dans cet exercice dont je parlais tout à l'heure, force, faiblesse, opportunité et les menaces, c'est le temps. Pas tellement le temps en tant qu'individuel à dédier à l'activité de veille ou d'acquisition, mais c'est vraiment le temps de concertation, le temps commun avec les collègues. Donc beaucoup de réseaux ou de structures que j'ai pu suivre ensuite, avoir un suivi post-formation, il y a eu l'idée en tout cas de mettre en place, parfois ça a pu se faire et parfois un peu plus, moi en tout cas dans l'immédiat, mais de dédier une demi-journée où on fait plus du tout d'accueil de classe, on décide que cette demi-journée sera un temps commun dédié à la politique documentaire. C'est ce qu'on a fait quand je travaillais dans le réseau des bibliothèques de Lille, c'est que le vendredi matin a été dédié à des questions de politique documentaire. Donc pas d'accueil de classe, pas de réunion, et ça a grandement changé la manière dont on a pu vraiment avancer un peu plus en profondeur dans ces questions de politique documentaire et pour fédérer, pour la concertation, forcément, le premier outil, c'est le temps et le temps commun. Alors, c'est vrai qu'effectivement, l'aspect chronophage des activités courantes, il est réel. C'est certain que trouver du temps pour discuter, c'est toujours ce qui nous manque. Néanmoins, j'ai deux de mes collègues qui sont là dans l'assistance. Je pense qu'on organise quand même beaucoup de temps d'équipe. Où les équipes se retrouvent pour échanger autour de leurs problématiques d'acquisition et tous les points qui sont liés à la chaîne de traitement du livre. Il y a un temps qui est également important, 2 fois par an, donc c'est le conseil documentaire, un des conseils statutaires pour les SCD.
qui est un temps de débat, alors pour le coup pas forcément entre nous, mais surtout auprès de la communauté académique, pour expliquer quels sont nos choix, nos stratégies, nos contraintes, nos leviers, nos freins, etc. Voilà. Et ça, c'est un temps important parce que c'est aussi l'occasion d'avoir leur retour sur ce que nous faisons, ce que nous proposons. À ces conseils siègent un certain nombre d'enseignants-chercheurs. Hein, voilà. Donc, leur retour est bien évidemment précieux. Voilà, rapidement, ce qu'on peut donner aussi comme indicateur supplémentaire. Je veux dire la même chose. C'est le temps qui est mis, parce que c'est vrai qu'on ouvre des bibliothèques, donc beaucoup de notre temps est donné à ça. À Bordeaux, on a le jeudi matin. Il n'y a que le jeudi matin qui est dédié au temps commun, transversalité et partage. Donc le secret, là, c'est que moi, je l'organise longtemps à l'avance. C'est-à-dire que sur un semestre, les dates vont être bloquées et des temps de réflexion vont avoir lieu. Donc les temps de réflexion, c'est un peu à tiroir. Il y a d'abord, au sein du comité de direction, donc à Bordeaux, c'est une dizaine de collègues, on fait des séminaires spécifiques prévus dans l'année. Je travaille avec ma collègue. Alors, quand j'ai pris le poste du directeur, alors c'est pas un hasard, j'ai nommé comme directrice adjointe la directrice des collections. C'était un signal aussi. Dire que, voilà, c'est ce qui est important. Donc, avec ma collègue qui est adjointe et responsable des collections, on va organiser des séminaires 4-5 fois dans l'année pour prendre le temps de la réflexion. Parce que ça, c'est vrai, d'ailleurs, quand on a des stagiaires INET ou NCIB, moins souvent d'ailleurs, ça, c'est souvent les stagiaires sont étonnés de ce que c'est un comité de direction qui est très pragmatique, qui sert en fait à régler les questions d'ouverture, les questions de progression de carrière, les questions de budget, et que finalement, on n'a pas tant de réflexion. Mais si on se laisse pas, si on n'organise pas ça, c'est clair que l'année, il y aura zéro temps de réflexion, parce qu'on va être toujours bouffé par autre chose. Donc, il faut le fixer à l'avance. Donc, on a eu un séminaire il y a quelques mois sur alors là, séminaire tendu, qu'est-ce que sont les achats en politique. Voilà. On va être en année électorale. Qu'est-ce qu'on achète? Quel est justement le pluralisme? Mais c'est pas simple la question. C'est pas la question du spectre. C'est aussi le nombre d'achats. Est-ce que le Jordan Bardella, on l'a voir dans toutes les bibliothèques, juste à la centrale? Enfin, c'est des questions qui. Et donc, on essaie de cadrer ça. Là, on va voir un séminaire, une question que j'adore en bibliothèque, qui traduit peut-être des choses plus larges, c'est la question des frontières. Une bibliothèque, c'est qu'une question de frontières, après, dans la mise en espace. C'est très intéressant. Quels fonds rapprochent à d'autres fonds? Aujourd'hui, on a des approches assez traditionnelles. On ne va pas voir assez souvent ce qu'il y a en librairie. Par exemple, deux exemples, il y en a qui ont changé ça, mais moi, j'ai toujours trouvé aberrant qu'on mette le tourisme en histoire géo. Bon, c'est pas de la vie pratique, c'est un fonds en soi, et c'est valorisé en tant que tel. Le tourisme, c'est un fonds important, guide de voyage. Pourquoi aujourd'hui tous les collègues mettent les mangas avec les BD, alors que par exemple à Bordeaux, tous les librairies spécialisées ont mis le manga à part, c'est pas dans les fonds BD classiques. Bon, c'est des questions comme ça, mais là on prévoit à l'avance. Et après, on a ce qu'on appelle un codirect, c'est-à-dire qu'avec l'ensemble des encadrements intermédiaires, on va réfléchir, on va aussi. Donc, c'est pas un peu par étage. Et après, mes collègues qui sont en charge des collections, en charge d'animer. Ça, c'est la poldoc pure. Après, il y a des réunions spécifiques à des domaines. Et donc, c'est là que va se traiter des questions plus fines. Donc, c'est vraiment à tiroir, à étage. Mais je pense que le secret, c'est quand même de l'organiser à l'avance, parce que dans le feu de l'action, on n'aurait vraiment pas le temps. Merci.